pense que le plus important, c'est pas forcément telle ou telle méthode, c'est plutôt d'y aller par l'envie et puis vraiment comprendre. Pour moi, l'agilité, c'est avant tout un truc d'équipe, et quelque chose qui fait que, ben, j'ai envie de dire, il y a une envie un peu, collective d'avancer, de communiquer, d'être avec le client, heu, qui change et qui pousse un peu les relations et qui fait que, je trouve, ça se passe très bien. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'ERSAS, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CI Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bon, mais bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui d'être avec Frédéric Dufaux-Joël qui était DSI et maintenant, comme il aime le dire, éclaireur chez Entrepôt du Bricolage. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, du coup, avec Frédéric, on a décidé de parler dans ce podcast d'intelligence collective. On va y venir, mais avant ça, Frédéric, juste, est-ce que tu peux nous te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours, qu'on puisse un peu te situer? Oui, donc, bah, écoute, aujourd'hui, j'ai 61 ans. J'ai fait la carrière dans cette entreprise. J'ai démarré, comme, développeur, pour une filiale qui s'appelait à l'époque la boîte à outils. Hem Et ensuite j'ai rapidement pris on a créé une petite équipe, pour s'occuper du bricolage. J'ai pris la direction et puis avec le temps, je suis devenu, DSI, pendant de nombreuses, années donc, de l'entrepôt du bricolage, hein, qui est vraiment notre filiale, bricolage. Il y a eu une équipe qui faisait à la fin, pas loin d'une soixantaine de personnes donc, c'était vraiment quelque chose de stratégique et d'important, l'informatique, on va dire et tout le système d'information, dans l'entreprise et puis depuis 3 ans, j'avais envie bah, d'aller plus que dans l'humain, dans le RH et j'ai un métier que j'appelle éclaireur. Donc j'éclaire le talent, des personnes et des équipes, ces talents naturels, un peu la voix parce que j'aime bien innover, je suis dans différents groupes donc comment on peut travailler différemment, justement souvent en intelligence collective et puis éclairer, valoriser l'entreprise à travers des choses que je fais à l'université et dans différents réseaux. Ok, ben, je vais t'appeler le DSI atypique, ça me va. Du coup, Frédéric, pour mettre les pieds dans le plat, euh, il y a un mot qui revient toujours dans les DSI, dans l'IT, dans tout ça, c'est le mot agile, l'envie d'être agile, le fait d'être agile, l'entreprise agile, etc. Il y a tellement d'agile qu'on a l'impression qu'on va être cuisiné à toutes les sauces, hein. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui parle bien sûr au niveau de l'IT, sur toutes des méthodologies de Scrum, etc., sur comment on fait mieux du software. Et d'ailleurs, le manifeste agile, à la base, c'est pour faire mieux du software. Mais la question que je me pose, c'est en fait, est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'agile? Est-ce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu des carcans qui sont posés qui font qu'à un moment donné, on s'y retrouve plus? Et comment toi, avec l'expérience et le recul que tu as, puisque tu as été très impliqué là-dedans, tu vois ce mouvement, le côté positif, mais aussi un peu peut-être ces dérives? Alors, moi, c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté l'agilité. Je suis tombé dedans, assez tôt, c'était en 2005. Alors avant, on faisait de l'agilité sans le savoir finalement avec les équipes parce que je disais, bah, écoutez le client, faites pas forcément des gros cahiers des charges, soyez beaucoup dans le dialogue, mais je savais pas à l'époque qu'il y avait de l'agilité et puis à un moment donné, il y a eu pas mal de difficultés sur un gros projet. Puis j'ai rencontré différentes personnes, ils m'ont dit: «Ah mais il y a un courant de pensée, il y a des gens qui réfléchissent, ça s'appelle l'agile», et effectivement, c'est là que j'ai découvert, j'ai envie de dire l'agilité, et pas les méthodes agiles parce que ça, je pense que c'est un petit peu le défaut du truc et beaucoup de gens croient que c'est des recettes de cuisine qu'on applique et on y va un peu de manière dogmatique et souvent, bah, finalement, ça fait qu'il y a un rejet et ça se passe pas si bien que ça. Alors que de mon point de vue, l'agilité, ouais, c'est plutôt
vraiment une équipe qui fonctionne bien, un travail d'équipe, beaucoup de collaboration. euh, et voilà, et quand j'ai découvert finalement qu'il y avait beaucoup de conférences, des gens qui se réunissaient, qu'on travaillait différemment, que c'était quelque chose de très ouvert, basé sur des valeurs dont on pourra parler, voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup impacté. Ok, ça c'est un peu le côté, la façon de penser, les valeurs dont tu parles, donc qu'on pourra reciter. Mais après, il y a eu toutes les méthodologies dites agiles qui ont été quand même extrêmement poussées dans les entreprises, à tort ou à raison. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton feedback là-dessus? Alors mon feedback, c'est nous, on a démarré en méthodologie au départ. On avait lu avec l'équipe un article sur l'extrême programming. Et puis j'aimais bien, je l'avais fait lire à l'équipe en disant tiens, bah, est-ce que vous avez envie? Et il parlait de courage et finalement comment en tant que développeur je peux vraiment proposer des choses. Je m'affirme, j'ai du leadership. Et ça avait fait vibrer toute l'équipe et on était parti, on s'était formé. Ça, c'était en 2005. Et finalement, c'était plus les mots, la valeur du courage, s'exprimer, c'est ça qui était parti. C'était quelque chose qui était à l'époque assez informatique, mais ça a un peu changé le regard, j'ai envie de dire, de l'entreprise sur l'informatique, parce que finalement, on collaborait, il y avait plus de leadership, les projets se faisaient avec enthousiasme, et souvent on m'a dit, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai un peu parler de l'agilité dans l'entreprise en disant bah oui, c'est d'autres façons de travailler, on se fait coacher, il y a tout un travail, on réfléchit, il y a beaucoup de communication. euh, et finalement, quand on l'approche par l'envie, avec vraiment un besoin de collaboration, de communication, et puis c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens de s'épanouir, ça passe très bien. Donc je pense que le plus important, c'est pas forcément telle ou telle méthode, c'est plutôt d'y aller par l'envie, et puis vraiment comprendre, pour moi l'agilité, c'est avant tout un truc d'équipe et quelque chose qui fait que ben il y a, j'ai envie de dire, il y a une envie un peu collective d'avancer, de communiquer, d'être avec le client, euh, qui change et qui pousse un peu les relations et qui fait que je trouve ça se passe très bien. Mais quand tu dis ça, en fait, c'est un peu politiquement correct dans le sens où en fait, l'agilité, tu dis, c'est le fait que c'est quand l'équipe a envie de travailler ensemble. Mais on pourrait très bien dire, tu fais pas d'agilité, tu as envie de travailler ensemble et d'écouter, tu vois. Juste comprendre, en fait, pourquoi tu dis ça. Parce qu'en fait, les gens étaient tellement tournés, pas vers le client, mais vers leur propre travail, enfin, leur propre quotidien, qu'ils étaient plus ouverts, ils étaient plus dans la communication. C'est que l'agilité force la communication. C'est quoi Alors, le point? pour prendre, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont agiles sans le savoir. Et en fait, finalement, moi, j'ai assez peu parlé d'agilité, où l'agilité chez nous, c'était plutôt comment on travaille de manière un peu sympa, différente, qui fait qu'on est moins dans des choses qui sont poussées, mais dans des choses qui sont beaucoup plus fluides. Donc l'idée, c'est plutôt quelque chose qui favorise la relation entre les personnes, qui fait qu'il y a beaucoup de communication. Donc tout le monde a envie de travailler en équipe, en tout cas en général. Euh, Souvent, on ne sait pas forcément comment faire, sur quoi s'appuyer, sur comment se renouveler aussi, ou on manque un peu d'efficacité. Et finalement, quand on travaille un peu dans ce courant de l'agilité, où on échange entre pairs, on trouve beaucoup de façons, c'est assez inspirant, j'ai envie de dire, pour les équipes et pour faire les réunions de manière différente, savoir se remettre en cause. Il y a beaucoup d'innovation, ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans le plaisir. Et puis on se rend compte qu'il y a une certaine efficacité parce que ben, on échange avec les fonctionnements d'autres équipes, de l'équipe, dans l'entreprise. Et c'est un petit peu ça j'ai envie de dire, qui change les choses en profondeur. Mais c'est un Ok. chemin au long cours. Oui, oui, ça prend du temps. Et concrètement, du coup, si tu peux nous redonner les grandes valeurs là, de l'agilité, c'est quoi? Oui, alors, à l'origine, au départ, et c'est ça qui est intéressant, c'était des coachs américains qui s'étaient réunis en 2001 dans une station de ski. Puis chacun se battait en disant j'ai la meilleure méthode. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit mais c'est pas une question de méthode. Et puis ils se sont dit mais qu'est-ce qui fait que les équipes marchent et que les projets réussissent? Et ils se sont dit bah, le premier truc, c'est la relation entre les individus, entre les personnes, elle est plus importante que les processus.
Donc bien sûr qu'il y a plein de processus sympas, différents, mais vraiment au service de l'humain, c'est ça qu'il faut pas perdre. Et avant tout, c'est parce qu'il y a une équipe qui se fait plaisir, j'ai envie de dire qui rigole, qui a le sourire, dans lequel il y a une vraie relation, que ça fonctionne. Puis la deuxième valeur qu'ils se sont dit, les projets qui marchent, c'est quand il y a une adaptation au changement. Ils se sont dit l'adaptation au changement, elle est plus importante que le suivi d'un plan. L'idée, c'est plutôt que d'être rigide. Bien sûr que chaque fois qu'on lance un projet, on se dit ça va se passer comme ça, on fait un plan. Puis on sait très bien que dans la vérité, il y a des difficultés, on s'adapte, ainsi de suite. Et c'est vraiment avoir cette capacité d'adaptation, de remise en cause pour s'adapter à la situation. Et puis la troisième, c'est la collaboration est plus importante que la contractualisation. L'idée, c'est souvent, on est un peu inhibé parce qu'on met tellement de pression sur le résultat que bah, les gens sont stressés, osent plus, on n'est plus que focalisé là-dessus, un peu comme un match de foot de finale où souvent on dit l'enjeu tue le jeu. Et, et c'est vraiment plutôt de se mettre d'accord comment on va travailler, qui est vraiment un maximum de collaboration. Et ça produit du résultat, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu inverser les paradigmes classiques. Et puis la dernière valeur, moi je l'aime bien, elle est très pragmatique, c'est un logiciel qui fonctionne, un produit qui marche bien, c'est plus important que la doc. Et l'idée, c'est d'être pragmatique et pas d'aller s'abriter derrière des piles de doc, de la théorie, de dire bah, je l'avais écrit, et de se dire finalement on est super pragmatique, ce qu'on veut c'est que ça marche. Et à partir du moment où on est dans ces valeurs-là, on dit que c'est de l'agile. Donc on est très très ouvert. C'est bien plus qu'une question de méthode. Alors il y a plein de méthodes très sympas, notamment Scrum qui est la plus connue, mais si on fait juste du Scrum, c'est loin de suffire. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont très intéressantes, comme le Kanban, comme l'extreme programming, comme énormément de pratiques autour qui se sont mis en place, qui seront très riches. Donc c'est plus une envie d'apprendre et une envie de travailler autrement, très humaine pour moi l'agilité. Ok, très clair. Ben, sur les grandes valeurs, clairement, c'est pas uniquement lié au software, c'est lié au fonctionnement d'équipes qui veulent collaborer, travailler et fonctionner, c'est clair. Par contre, après, on a vu beaucoup de méthodes très, 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 très carrées, on va dire ça comme ça. Est-ce que du coup, il n'y a pas eu aussi, tu vois, des gens qui ont, enfin, moi, ce que ma crainte, c'est que ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens qui mettent des méthodes, mais pas forcément les valeurs derrière. C'est-à-dire, tu vois, si on met du Scrum, forcément on est agile, donc forcément ça va délivrer la valeur que l'agilité promet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi qui suis un peu qui vois un peu le noir là-dessus? Est-ce que tu vois qu'il y a une voilà une recherche de méthode qui gagne avant de s'appliquer à soi-même les valeurs tu vois de management parce que c'est un peu aussi ça. Non, je suis en phase avec toi, hein. C'est souvent un peu le défaut, c'est-à-dire que les gens ou les personnes veulent appliquer une recette de cuisine, on applique une méthode de manière rigide, sans vraiment s'adapter au contexte, parce qu'il y a des cas où ça peut être intéressant de faire du Scrum, mais il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus intéressant de faire du Kanban si on est dans des choses de maintenance. Donc, il faut vraiment s'adapter. Euh, et puis souvent, quand on pousse les choses de manière un peu rigide, sans comprendre toute la finesse qu'il y a derrière, ben, finalement, on le rejette un petit peu. Euh, alors que quand on y va vraiment, j'ai envie de dire, avec les entre guillemets les vrais coachs un petit peu indépendants du monde agile, qui ont une véritable expérience, on se rend compte ben, que c'est vraiment fin, c'est pas simple à mettre en place. Ben, il y a tout ce côté humain qui est absolument génial, mais c'est et comment je m'adapte à l'équipe et comment je m'adapte à l'environnement et comment j'y vais pas à pas, souvent en mélangeant le meilleur de plusieurs méthodes et pas en appliquant un petit peu, j'ai envie de dire, les choses sans vraiment les comprendre, sans voir les difficultés. Ou souvent, moi, je me rends compte quand je discute, j'enseigne à l'université, puis à la fin, je vois les gens présentent un peu leur projet en soutenance. Ils disent, ah, on faisait de l'agile. Je dis, ah, super. Et alors, vous faisiez des rétrospectives. Il me dit, ah ben non. Alors, la rétrospective dans l'agilité, c'est le moment où on prend un peu de recul pour se dire, tiens, ben, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, comment j'ai envie de m'améliorer. Et c'est vraiment un des trucs clés de l'agilité, tu vois. Et finalement, tu te dis, bah oui, on perd un peu l'essence du truc, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, on s'abrite aussi derrière
des méthodes parce que elles doivent fonctionner. Et bon, si on coche les cases, forcément, ça amène au succès. Ça serait beau. Ça serait beau que ça fonctionne comme ça. Et du coup, aujourd'hui, donc là, on parle très d'équipe, mais aussi on parle d'entreprise. Donc, tu as commencé toi avec tes équipes à avoir essayé de mettre en place, à se chercher sur comment on peut mieux travailler, comment on aime travailler ensemble et donc du coup comment on crée de la valeur. Est-ce que tu as appliqué un peu la même, ce même dialogue au niveau de tes équipes, au niveau de l'entreprise pour transformer l'entreprise au global? Comment ça s'est passé? Alors nous, on y est allé vraiment à l'envie. Au départ avec l'équipe, c'était un article que j'avais lu et finalement je l'ai partagé à l'équipe en disant tiens, est-ce que ça vous fait envie? Et comme je te racontais, il parlait d'extreme programming, de courage, de Ouais. leadership. Puis toute l'équipe a eu envie et puis du coup on s'est fait coacher, on a mis ça en place. Et finalement, dans l'entreprise, on nous dit bah, tiens, qu'est-ce qui vous arrive? C'est super, c'est génial comment ça fonctionne, comment ça collabore. Et finalement, moi, je faisais partie de la direction générale de l'entreprise. On m'a dit, bah tiens, est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres parties de l'entreprise? Bah, je dis, bah pourquoi pas? Comment on pourrait fonctionner de cette manière-là? Et du coup, on m'a demandé de l'impulser, mais je l'ai pas poussé, tu vois. C'est finalement, ça a donné envie aux gens parce que bah, ils voyaient d'autres façons de tenir les réunions, que c'était plus collaboratif, que c'était plus sympa. Et donc, j'ai jamais eu à pousser le truc. J'ai plutôt juste eu à donner envie. Et pour moi, c'est une des clés. C'est-à-dire que quand les gens ont envie, en voient l'intérêt, voient finalement un peu plutôt par l'exemple en disant, bah tiens, ça fonctionne bien, j'ai envie de le reproduire dans mon magasin, voilà, donc par exemple, sur une chose où c'est pas forcément directement de l'agilité, mais il y a un format de réunion, moi, que j'adore, c'est ce que j'appelle le fishbowl, où il y a un petit cercle central dans lequel tu parles, et puis il y a plein de gens qui sont à l'extérieur, et tout le monde peut aller discuter dans le cercle. Et avant, on faisait des réunions où, on va dire, il y avait les leaders qui étaient devant, tout le monde en rang derrière, puis finalement, personne n'osait poser des questions. Dès qu'on a tenu les réunions en se mettant en cercle comme ça, bah, comme par hasard, il y avait vraiment des échanges super sympas qui se passaient, tu vois. Et à un moment donné, on a montré un peu l'exemple, on a fait des réunions comme ça au niveau entreprise, et puis c'est les patrons de magasins qui m'ont dit ah bah tiens, mais comment je pourrais faire un fishbowl dans mon magasin avec mes équipes, tu peux pas nous passer un petit quelque chose, tu vois. Et donc on est beaucoup plus parti de l'exemplarité en faisant des choses qui marchent, et puis du coup ben les gens ça leur plaisait, et puis ils nous demandaient de le reproduire. Et voilà, donc moi je trouve, et il n'y avait pas l'idée de passer vraiment à l'agilité, il y avait plutôt l'idée de comment je peux travailler un peu différemment, de manière plus humaine, plus sympa, plus efficace aussi, parce que souvent il y a beaucoup de choses assez pragmatiques. On a des petits trucs pour prendre plus facilement une décision, pour pas perdre de temps. Enfin voilà, et c'est un petit peu comme ça qu'on y allait tout simplement. Et donc, du coup, ce que tu me dis, c'est que tu as commencé dans ton équipe. Donc, du coup, des gens ont vu, on dit, ah, ben, ça, c'est intéressant, on aimerait c'est vrai que pousser un peu plus la dynamique, etc. Et ensuite, c'est euh, c'est par des exemples aussi visuels, tu vois, même physique, en fait, au final, tu vois, on parle de la réunion, c'est quand même le truc que dans l'entreprise, tu vois, un peu, on parlait aussi des fois, tu sais, des visuels Kanban, c'est très, c'est très visuel, ça se voit. En fait, est-ce que tu penses que c'est l'exemplarité par tout ce qui se voit et ce qui se vit physiquement amène le changement beaucoup plus rapidement que beaucoup d'autres choses. Enfin, comment toi tu perçois en fait, voilà, tu as des tactiques un peu qui sont pas forcément les bonnes pour tous les mondes, ni pour tous les contextes, etc. Mais as pu voir plein de petites choses qui fonctionnent, qui sont plutôt visuelles, physiques, qui apportent le changement, ou au contraire, c'est plutôt, bah, en fait, non, on savait pas, et puis on a appris sur le tas, et en fait, au final, il y a trois grandes choses qui ont fonctionné. Fait, c'est quoi que tu conseillerais aux gens? C'est plutôt trouver les petits trucs visuels et physiques qui amènent le changement par l'exemplarité, comme tu dis, mais que les gens voient, ou est-ce que c'est plutôt le côté ben non, essayez de créer une dynamique et petit à petit, vous trouverez vous-même ce qu'il faut faire. Alors, c'est un petit peu dans les deux, on est dans le et. Mais j'aime bien, par exemple, le management visuel, je trouve ça génial. Donc, c'est des Kanban un peu plus souples. Et nous, on est beaucoup parti par là parce que ben, déjà, ils nous voyaient dans le fonctionnement informatique. Puis quand les gens rentraient dans le bureau, ils voyaient tous ces panneaux. Et puis finalement, ça leur permettait de comprendre sur quoi on était, comment on travaillait, et puis tous les bénéfices. Effectivement, à un moment donné, on a fait des formations pour encourager les gens et les différentes équipes
à avoir leur tableau dans leur bureau de management visuel pour rendre visible le travail. Moi, même à l'origine, j'avais fait un peu pour convaincre dans toute la direction Général Group un jeu qui s'appelle le Casino Game, où au départ chacun est de son côté et essaye de faire du chiffre d'affaires dans un casino, tu vois, c'est assez marrant. Et puis là, tu fais un chiffre d'affaires de 120, puis tu stagnes à ce niveau-là. Puis après, on affiche le travail à faire sur le tableau. Donc tout le monde voit le travail de tout le monde. Puis du coup, tu as des mécanismes d'entraide qui se déclenchent parce que bah, quand toi, tu as fini ce que tu fais, puis que tu n'as rien à faire, tu vois que l'autre, il galère, bah, tu vas l'aider. Et là, comme par hasard, juste en rentrant le boulot visible au mur, on passe à un chiffre d'affaires de 360, tu vois. Et puis derrière, on introduit une dernière notion, c'est la limite du travail à faire, où on dit, ben, pas plus de 2 trucs à la fois dans les colonnes. Et puis là, on fait encore un peu plus de chiffres, 380, et puis en plus, on diminue le stock. Je dis, voyez, c'est ça l'agilité. On m'a dit, bah vas-y, fonce. Et ce management visuel, c'est vraiment quelque chose qui est parti assez fort parce que bah, du coup, ils avaient l'exemple de l'informatique, puis on a mis les moyens, on s'est formé avec un super coach à l'époque qui est venu faire différentes formations. Et il y a énormément d'équipes qui sont emparées du truc et qui ont vu les bénéfices pour eux. Et le management visuel, c'est vraiment quelque chose de simple à mettre en œuvre. Et c'est chaque équipe qui va l'adapter au fur du temps, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tableau de type pour toutes les équipes. Et à un moment donné, je construis mon tableau de départ et puis je l'améliore doucement dans le temps. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a bien marché. La rétrospective, par exemple, c'est quelque chose de un peu plus difficile à mettre en place. Savoir prendre du recul, se dire ce qui va pas, ainsi de suite, c'est plutôt fait dans un deuxième temps. Et moi, je conseille plutôt d'y aller par le management visuel, tu vois, ou par tout ce qui est des réunions collectives, participatives. Voilà, World Café, par Ok. exemple, ça c'est quelque chose qui a marché Et du coup, tu fort. as parlé, bon, t'as parlé de management visuel, mais tu as parlé aussi de jeux déclencheurs de prise de conscience. Ce sont deux choses tu vois, différentes qui peuvent bien sûr se lier, mais donc tu as parlé du casino sur le côté. En fait, par le jeu, on comprend qu'il y a des façons de faire qui peuvent être contre-intuitives initialement, mais qui apportent plus de valeur. Est-ce que tu as d'autres exemples de jeux ou pas de jeux, mais dans tous les cas, de choses qui permettent d'avoir des prises de conscience sur des enjeux pas forcément faciles? Ah oui, c'est une bonne question parce que j'en ai plein, tu vois, et j'allais oublier d'en parler en fait. Mais en fait, quand on a démarré d'ailleurs avec l'équipe Info, on avait fait quelque chose, on avait dit euh, jeudi d'avril, jeudi agile, et tous les jeudis, il y avait des formations sous forme de jeux agiles en fait. Et en fait, la pédagogie agile, il y a énormément de jeux qui permettent de comprendre comment on fonctionne. Donc, il y a par exemple Artiste et Spécifieur. C'est un jeu qui permet vraiment de comprendre l'intérêt de communiquer, d'être dans la fluidité, de donner du feedback aux gens. Et finalement, on fait des dessins. Et en 1 heure de temps, tu travailles Et c'est quoi? différemment. Raconte-le le jeu. Qu'est-ce que c'est? Alors l'idée c'est en fait dans l'équipe, tu fais des petites équipes et il y a des spécifieurs, ils vont devoir faire un dessin, enfin plutôt les dessinateurs qui vont faire un dessin, et puis les spécifieurs qui vont prendre des notes, on leur dit vous n'avez pas le droit et vous devez écrire ce qu'ils doivent faire en dessin, tu vois, qui vont voir. Et du coup c'est pas facile à faire, et puis au départ en gros, les gens dans la première itération, ils vont écrire énormément de choses, mais finalement, sur les 10 minutes de séquence, pendant 9 minutes, ils font les spécifications et les dessinateurs, ils ont 1 minute pour faire le dessin, donc ils produisent pas grand-chose. Et du coup, les gens se rendent compte qu'il faut mieux spécifier beaucoup moins, le donner tout de suite, avoir du feedback et le faire au fur et à mesure. Et du coup, tu as bien plus de résultats. Et du coup, dans ton travail, tu comprends derrière que il faut être beaucoup plus fluide, avoir beaucoup plus de feedback, donner de plus petits éléments à la fois, tu vois, et que tout ça, ça a du bénéfice. Et à travers ce jeu, les gens le vivent. Alors c'est assez marrant parce que le premier truc, c'est un petit peu mou, c'est un peu lent. Puis à la deuxième itération, tu vois tout le monde qui court dans tous les sens. Enfin, c'est beaucoup plus dynamique. Et donc voilà, c'est un jeu qui est absolument génial. Moi, il y a un autre jeu que j'adore, c'est avec des balles. C'est le ballpoint game. Où là, l'idée, c'est de faire passer plein de balles dans un système et, et avec 5 règles en disant le début égale la fin. Donc il y a une personne qui lance la balle au début dans le système, il doit la récupérer à la fin. Euh, et puis la deuxième règle, c'est tout le monde doit toucher la balle.
une balle qui tombe est perdue, ça c'est la troisième règle. Euh, et puis ça part. Et puis là-dedans, tu te rends compte que dans la première itération, en général, les gens, ils vont passer avec une équipe de 10, 20 personnes, on va passer une dizaine de balles. Et, et en 4 itérations, moi, j'ai battu le record, c'était l'année dernière, parce que je le fais aussi avec mes étudiants, et ils ont réussi à passer 120 balles. Et là, tu te rends compte que quand tu échanges, quand tu as envie de t'améliorer, tu trouves des astuces, que tu as des capacités de progrès qui sont incroyables. Alors qu'au début, ils étaient contents avec 15 balles, tu vois, puis après, ils ont peut-être fait 30, ils disent, ah, c'est vraiment super. Et là, tu dis, tu peux aller plus loin. Et là, tu te rends compte que l'amélioration continue, ça permet vraiment de faire des choses incroyables, tu vois. Voilà, puis il y a plein d'autres jeux. Il y a la rétrospective du Père Noël, tu vois, c'est les reines qui viennent, ainsi de suite, et avec des jeux de cartes, euh, ça te permet de comprendre l'intérêt d'une rétrospective. Et donc l'agilité a plein de jeux, et c'est vraiment un super moyen de faire découvrir l'agilité par les jeux, parce que finalement, sans enjeu, j'ai envie de dire, dans le plaisir, tu découvres des concepts et puis tu fais les liens avec ton boulot et ça te donne envie de l'appliquer. Donc ça, c'est vraiment un des trucs géniaux de l'agilité, c'est cette pédagogie par le jeu. Et, euh, et sur sur des problématiques, par exemple, si on parle d'une problématique où le codir ou tu vois, les décideurs ont du mal à s'entendre sur la priorisation, ouais, t'as un jeu là pour nos Ah auditeurs. ouais, alors complètement. Et alors ça, c'est marrant parce que c'est un des jeux que j'avais fait qui vient des Innovation Games en fait, qui s'appelle BioFuture. Et en fait, l'idée, c'est moi, je l'avais appliqué pour ma direction générale où finalement tout le monde voulait toujours ses projets, mais le marketing veut le projet du marketing, les achats veulent le projet de l'achat, puis chacun veut son truc et s'intéresse pas au reste. Et en fait, chacun avait un peu d'argent, mais individuellement pouvait pas se payer un projet. Et en fait, était obligé de collaborer et de mettre les moyens en commun pour pouvoir acheter un projet. Et du coup, ça avait obligé tout le monde à discuter, à échanger, ça faisait émerger des synergies, des collaborations, et les projets avaient été choisis comme ça. Donc ça, c'est un jeu qui avait finalement vraiment permis de changer la façon de travailler et de comprendre l'intérêt collaboratif. Donc toi, même dans la prise de décision, ce jeu-là, ou ce processus-là, il est vraiment super. Ok, donc c'est le fait de leur montrer par A plus B que eux ils ont des moyens, que chacun en a, mais qu'ils pourront pas faire leur gros projet et tous leurs petits, qu'eux ils vont faire les choix et en plus demander un peu d'aide par-ci par-là pour pouvoir. Ok, et ça c'est des choses où c'est une autre question que je me pose sur la volonté de faire ces jeux-là, etc. Est-ce que tu crées des cadres du type dans des cadres de séminaires, etc., pour les forcer à prendre du recul, à apprendre, tu vois, à couper avec l'opérationnel? Parce que la difficulté aussi, c'est de créer la qualité du moment qui permet de faire ce genre de choses. Des fois, c'est pas évident. Je vois encore quand même beaucoup d'entreprises qui font, d'accord, ils en font des séminaires, mais c'est une fois à l'année, c'est 2 jours, donc ils sont quand même des sujets opérationnels. Comment tu crées euh, le moment où les gens sont prêts à investir sur quelque chose qui n'est pour eux pas rentable sur leur problématique du quotidien? Je dis bien pour eux et parce que c'est une prise de conscience. Ouais, c'est vrai qu'au départ, faut accepter de perdre du temps. Alors moi, je suis à Grenoble, puis il y a les montagnes, et j'avais créé un concept que j'appelais les rencontres au sommet. Et avec mon équipe, mais avec d'autres équipes, on va en montagne, on se trouve un gîte, ou même des fois on le fait carrément à l'extérieur, et on se prend une journée de réflexion. Avec, au sens premier, tu vois, on monte, et puis dans l'idée un petit peu, tu as la métaphore où je m'élève un petit peu, et puis du coup, je vais vraiment réfléchir sur mon fonctionnement. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on prend ces temps de réflexion et qui font que tu peux modifier en profondeur les fonctionnements d'équipe, tu échanges, tu joues, tu discutes en profondeur sur comment tu es, comment tu veux être, comment tu as envie de fonctionner. Et en fait, l'idée pour moi, c'est quand on arrive à faire des réunions en décadrant, en sortant du contexte du boulot, en n'étant pas dans les salles de réunion habituelles. Le Covid a été une super opportunité pour voir l'intérêt de faire des réunions dehors. Souvent, on va dans des parcs à Grenoble, le parc de Visil, il est magnifique, euh, et on arrive à se faire des demi-journées de travail absolument fabuleuses. Et moi, je conseille vraiment aux équipes de prendre ces temps de recul entre elles, dans le plaisir, de s'auto-organiser pour se faire le programme qu'on va se faire. Et ça, c'est vraiment un outil qui est, enfin, une pratique qui est super intéressante. Prendre ces temps un peu off, décadrer, décaler si possible,
et ça permet de bouger, de sortir de son carcan habituel. Ok. Et en fait, c'est que tu arrives à leur proposer ce moment-là, tu crées un cadre qui est sympa, enfin aussi, et où du coup, ça crée ça. Et puis après, le premier, puis le second, puis les gens comprennent, j'imagine, l'intérêt. Après, du coup, quand c'est un peu installé, même s'il n'y a pas forcément de fréquence type, tu le fais quoi, 2 fois par an, 3 fois par an? C'est quoi un petit peu le, le- le- Alors la l'idée fréquence? pour une équipe, c'est de le faire, l'idéal, c'est 2 fois par an, tu vois? Alors même un peu plus, hein, après il y a toutes les mais là, l'idée, c'est vraiment de prendre vraiment une journée complète, tu vois? Heu, on prend du recul, on se donne le temps. Après, tu auras beaucoup de petites autres réunions où tu Bien vas sûr. discuter. Quand tu te fais une rétrospective, c'est 1 heure, mais là, c'est vraiment je m'extrais un peu du système et puis je fais un peu un point global. Si on le fait 2 fois par an, c'est déjà génial. Ok, top. Et on va faire à la recherche des jeux de Frédéric. Moi, j'aimerais bien avoir un jeu pour que comment en fait on arrive à faire prendre conscience, pareil aux décideurs, des décisions qui ne prennent pas, des demi-décisions, du retard de décision, et qu'en fait tout ça crée une pression sur les personnes qui font, qui est malsaine, et que du coup ils sont responsables des décisions qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, mais aussi des demi-décisions qu'ils prennent. Tu vois comment tu leur fais prendre conscience de leur rôle et de l'implication qu'ils ont là-dessus. Tu vois, on parle tous de oui, les décideurs, etc. Mais elles sont où les décisions dans la boîte? Tu vois, on les voit pas. Enfin, c'est vraiment un enjeu fort. T'as un jeu pour ça ou pas? Alors moi, j'ai un jeu que j'aime bien qui me fait penser à ça. C'est le jeu des chaises non musicales ou de la chaise en trop. Et en fait, euh, en gros, tout le monde s'assied sur une chaise et il y a une chaise en plus. Et l'équipe doit trouver une stratégie pour empêcher, on va dire, le coach d'aller s'asseoir sur cette chaise. Et du coup, il y a plein de décisions à prendre à un moment donné, les uns et les autres, pour fonctionner. Et tu te rends compte que souvent, euh, les gens pensent des tas de stratégies très complexes dans tous les sens qui fonctionnent pas. Et, et finalement, le plus efficace, c'est quand à un moment donné, quelqu'un prend une décision, il dit j'y vais, donc il prend la responsabilité, puis il prévient les autres, et du coup, ça permet à tous les autres de réagir. Et j'aime bien ce jeu parce qu'il est vraiment dans l'esprit de la décision agile, c'est de dire tiens, bah voilà, moi j'ai vu tel truc, j'y vais moi, voilà, j'y vais, et puis accordez-vous à mon fonctionnement, tu vois. Et il y a une espèce de simplicité, de fluidité. Donc voilà, par exemple, ce jeu-là, il est absolument fabuleux, il est très marrant, il demande aucun moyen, juste des chaises, une salle, tu vois. Et, et tu te rends compte que finalement, des façons très complexes d'en discuter, t'arrives pas à prendre des décisions, ou tu prends des choses complexes qui fonctionnent pas, et finalement que le plus simple, c'est d'indiquer ce que tu fais toi en tant que responsable, et puis tout le monde peut s'accorder et les uns et les autres prendre leurs décisions. Donc voilà par exemple un jeu qui est hyper impactant. En plus, on rigole quand on le fait, c'est juste génial. Nous, on l'avait fait un coup en direction générale et je me rappelle que mon directeur financier s'était jeté sur la chaise, elle s'était écroulée. Ah ouais. Un directeur financier, quand il y va à fond, quoi. C'est Voilà, ça. exactement. Mais voilà, tu vois, t'as le plaisir du jeu où t'as des belles rigolades, quoi. C'est bon ça. Et ok, d'accord, très bien. Voilà, encore à la recherche d'un jeu, j'ai souvent une problématique où en fait les personnes ne se rendent pas compte que ils ont ils créent pas de rituel un peu synchrone qualifié. C'est-à-dire, en gros, ce qu'ils ont peur, c'est il y a déjà trop de réunions, tu vois, dans la boîte, hein. Donc et plus moins ils peuvent en faire, mieux c'est, puisqu'ils ont déjà ils ont l'impression déjà d'en avoir beaucoup trop, ce qui est souvent le cas. Mais qu'en même temps, du coup, tu vois, avoir des bons rituels avec les parties prenantes, c'est la clé pour se synchroniser, créer du lien, etc. Et du coup, c'est la difficulté je trouve, enfin pour moi, c'est la prise de conscience c'est bien sûr moins de réunions, mais mieux de réunions, et aussi la question de bien définir, tu vois, de penser les réunions pas comme une réunion, mais comme un rituel qui a un format, une audience, un objectif, et que des rôles peuvent changer dedans. Tu vois, ce côté prise de conscience de l'importance de la qualité de ces moments-là, et que bien sûr aujourd'hui c'est une fatigue importante, mais par rapport à ça, mais voilà, que c'est précieux aussi de l'avoir. Alors moi j'ai un petit comme ça le processus qui me viendrait ou Ouais. un peu jeu. En tout cas, c'est un innovation game, ça s'appelle comme ça. Mais c'est se rappeler du futur.
Et l'idée, c'est, à un moment donné, tu crées une ligne du temps, tu vois. Et puis à la fin de la ligne du temps, tu dis, voilà, là, on a l'équipe idéale qui fonctionne super bien, c'est fluide, il y a beaucoup de complicité. Et puis tu vas réinventer les événements, mais en partant de quand ça marche et en allant jusqu'au point de départ. Et puis on dit peut-être bah, juste après là, quand on a l'équipe qui marche, on a fêté ça, on a bu un coup de champagne parce que cette équipe elle marche très bien, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a fait encore avant? Ben peut-être là on a fait un rituel qui qu'on a mis au point une fois par semaine où on passe une heure le vendredi où on fait je sais pas je te dis le conseil du mieux vivre ensemble et du coup on discute de choses. Et en fait tu te construis un peu à l'envers les choses que tu as bâties et qui t'ont permis aller là-dessus. Et l'idée c'est comme tu pars d'une situation idéale que tu as voulu atteindre, c'est assez concret et puis tu vas te mettre tous tes rituels que tu as envie, tu vas les imaginer. En général, quand l'équipe elle construit ça, eh ben elle va les pratiquer. Donc voilà une idée qui me viendrait, mais il y en a plein d'autres, hein, mais juste comme ça, c'est ce qui me vient là tout de suite. Ok, non mais top. Est-ce que sur la question de, j'ai vu aussi pas mal de choses sur, dans l'intelligence collective sur la co-construction de la vision long terme de l'entreprise. Souvent, tu vois, on a besoin d'avoir un cap, c'est à la direction générale de le donner, de le faire vivre, etc. Mais on voit de plus en plus d'entreprises qui investissent du temps, de l'argent, en termes de temporalité, un an, ça prend du temps souvent de faire ça. Et à la fin de cette année-là, il y a une direction long terme, à 10 ans, l'entreprise qui a été co-construite, etc. Est-ce que toi, tu as mis ça en place? Enfin, vous avez mis ça en ensemble, tu l'as fait? Est-ce que tu as des expériences ou des retours à nous faire? Parce que c'est quand même assez intéressant aussi dans ce contexte. Pour moi, il y a trois choses qui sont intéressantes dans cette expérience-là. Le premier, c'est qui, a, qui aujourd'hui croit et comment tu visualises le fait que tu peux avoir une vision à 10 ans quand tout change tous les 6 mois. Enfin, tu vois, il y a une vraie question de long terme qui se pose dans les organisations. C'est putain, mais voilà, à 10 ans, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Est-ce que ça change tout le temps? Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Enfin, une première. Le second, c'est la perte de pouvoir hypothétique d'une direction générale ou même de ses actionnaires par rapport à oh là là, on va demander à tout le monde ce qu'ils en passent à 10 ans, mais ils n'ont pas les compétences pour le faire. C'est pas à eux de le faire, c'est pas leur mission. Enfin, tu vois, c'est une vraie question. Le troisième point, c'est, mais en fait, pour animer ça, ça coûte trop cher, c'est beaucoup trop de temps. Et on va avoir des problématiques sociales en interne. Je grossis un peu le trait sur les trois, bien sûr, mais ça pose des questions quand même. Est-ce que tu peux me donner ton feedback là-dessus? Oui, alors volontiers, puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que justement finalement dans l'agilité où tu responsabilises les gens, des équipes auto-organisées, c'est important d'avoir une vision partagée. En fait, on sait où on va et de la revisiter souvent parce que souvent un projet qui dérive, c'est parce que on s'accorde plus tous sur la vision et juste de prendre un moment pour revisiter la vision du projet, souvent tu remets les choses dans les rails. Alors nous, on le fait à plusieurs niveaux. J'ai envie de dire, je trouve ça bien déjà que les gens ils aient une vision partagée avec eux-mêmes. Tiens, c'est quoi mon projet à moi, d'y réfléchir, d'avoir son envie. Donc ça, c'est le premier truc qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est chouette qu'une équipe, elle ait sa vision de comment elle a envie de fonctionner, où elle va, quels sont ses objectifs. Et moi, j'aime beaucoup le faire. Alors, il y a plein de façons de le faire, mais il y a une des façons très sympas dans un processus, on appelle ça le speedboat. On dessine un voilier. Alors moi, je dis un voilier, ça peut être un bateau à moteur, mais j'aime bien les voiliers. Et puis on va dire dans les voiles tu mets tous les vents favorables, tu peux mettre les ancres, les difficultés, tu dessines un port de là où tu viens, où tu en es aujourd'hui, et puis un port de là où tu vas, quel est ton objectif, et puis des bouées qui sont les étapes que tu as envie de faire. Et quand tu travailles en une heure sous forme de métaphore, bah, tu arrives à te partager de manière hyper efficace une vision pour une équipe. Puis nous, dans l'idéal, on s'est aussi fait une vision partagée d'entreprise. Moi, j'avais trouvé ça génial. On l'a fait en 2017. Donc, il y avait une vision à 5 ans où, en fait, le message qu'on avait pensé à l'ensemble des collaborateurs, hein, et ça se déclinait magasin par magasin, c'était imaginer l'entreprise préférée que vous voulez. On peut même changer de métier si vous voulez. Et tous les magasins, tous les services avaient imaginé des projets pendant 6 mois. Tu vois, il y avait eu tout un travail. Voilà. Et à un moment donné, on s'était réunis en altitude, en montagne. C'était à l'Alpe d'Huez. On avait dû passer 3 jours. On avait commencé par faire une grande fête. Puis après, on avait présenté dans un village l'ensemble des projets.
les gens avaient noté ce qui leur faisait écho, ainsi de suite. Et à la sortie de ça, on avait choisi 4 projets qu'on avait classés dans 4 domaines et vraiment qu'on a réalisé dans les années suivantes. Donc quand tu fais une grande vision partagée qui mobilise, alors c'était vraiment un budget, on avait mis plusieurs centaines de milliers d'euros, mais je te garantis que ça a mis une énergie dans l'entreprise, le fait de faire ça. Donc c'est vraiment des choses qui fédèrent très fort, où tout le monde peut être impliqué. Et moi, je trouve que de prendre ces temps de réaliser une vision partagée, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Mais il faut aussi faire des petites visions partagées d'équipe au fil du temps. Voilà, parce que ça, c'est des choses que tu vas faire tous les 3 ans, 4 ans. Ça peut être intéressant de le faire, ou après tu trouves des modes de fonctionnement qui sont encore plus fluides. Et ok. Mais je comprends. Donc, tu l'as fait, tu m'expliques l'importance et l'impact. Maintenant, sur la partie, tu vois, j'aimerais bien que tu me fasses ton feedback sur les objections. Parce qu'en fait, si tu veux, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est il y a des gens qui se disent peut-être c'est intéressant, mais on ne peut pas le faire pour ci, pour ça, pour Y. Le risque, c'est ça. Donc, en termes d'objection, déjà, là, si on prend la plus primaire, qui est de dire, euh, est-ce qu'on fait confiance à nos collaborateurs dans une vision stratégique d'entreprise à long terme et à court terme, du coup, parce qu'il y a eu des projets, enfin, à court terme et à opérationnel, parce qu'il y a des projets qui ont été faits. À quel moment on le fait? Pourquoi on ne le ferait pas? Enfin, tu vois, c'est quoi ta position là-dessus? Alors, moi je pense que ça vient vraiment du dirigeant de l'entreprise, mais je trouve que les entreprises les plus matures, les systèmes de gouvernance les plus matures de mon point de vue, on va dire qui sont proches de la gouvernance cellulaire ou de l'acratie ou des choses comme ça, l'idée c'est que il faut faire confiance aux équipes. Euh, et plus tu les mobilises, c'est elles qui sont sur le terrain, elles ont des idées, elles ont des visions. euh, ben plus ça fait que finalement les gens vont adhérer à où va l'entreprise, sont partie prenante et sont beaucoup plus motivés que si ils subissent une vision partagée. On leur dit il faut faire comme ça, enfin du coup qui est pas vraiment partagée. Alors c'est déjà mieux d'avoir une vision que rien du tout. Mais quand tu as pris ce temps-là, et puis que tu as cette conviction, et moi, pour l'avoir pratiqué dans plusieurs organisations, à la fois des grandes associations comme GERM ou l'APM, ou comme dans mon entreprise, je me suis rendu compte l'impact que ça avait pendant plusieurs années et à quel point ça pouvait mobiliser les gens. Et par contre, c'est vraiment au départ, il faut avoir un dirigeant qui a confiance, et qui va accepter ce qui va émerger des équipes et souvent, des fois surprenant, souvent hyper efficace, euh, parce que bah, finalement, les gens qui sont sur le terrain, ils ont des vraies bonnes idées concrètes, envie de les mettre en place. On n'aurait pas forcément de la même manière, mais finalement, ce qui est important, c'est que c'est ceux qui font, souvent, qui ont raison. Et voilà, et c'est un moyen de leur laisser la main. Donc moi, je suis vraiment convaincu que ça, et je l'ai vécu plusieurs fois, et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir quoi, sur l'entreprise et le niveau de motivation que ça pouvait mettre dans les équipes. Ok. Mais du coup, tu dis, pour faire ça, c'est que déjà, tu es dans une direction générale qui croit dans ces personnes. Parce que Ah, c'est une faut, question de confiance. Non, mais on est d'accord. faut y croire. Et Ouais. en fait, tu dis, moi, même si en tant que direction générale, j'ai un cap, bah, forcément, les gens le connaissent. Je le verbalise, je le communique. Maintenant, je suis pas Dieu. Et je dois créer les conditions pour que mes collaborateurs puissent affiner, diriger, co-construire dans ce cap-là qui est peut-être un peu large, beaucoup plus précisément et le chemin, etc. Et c'est ça qui va, parce que les intelligences, mais aussi les expertises, parce que bah, l'expert marketing, sales, qui sur le terrain, ils voient aussi des choses qui ne remontent pas forcément aux oreilles des dirigeants rapidement. Donc ça, c'est un premier. Ok. Le second, c'est est-ce que tu as vu une perte en fait de contrôle dans le sens où des directions qui seraient proposées dans les ateliers, c'est des projets, etc., qui seraient votées par les personnes, mais complètement hors propos par rapport à ce que la direction aurait souhaité. Est-ce que tu as vu un delta super important entre les attentes et les propositions? Alors, moi, dans mon cadre, non. Voilà, ouais. Parce que finalement, tu te rends compte que quand les équipes sont en intelligence collective, elles sont naturellement, j'ai envie de dire, pragmatiques
Et il faut au contraire plutôt encourager à rêver et être suffisamment ambitieux. Et j'ai vu plutôt que des bonnes surprises. Et l'idée, c'est quand tu y crois vraiment, bah derrière, t'encourages, tu donnes les moyens, et du coup, c'est hyper mobilisant. Le risque qu'il pourrait y avoir, c'est si tu fais émerger une vision d'entreprise, puis que là, tu crois pas, puis que tu refais un truc de ton côté en tant que dirigeant de l'entreprise, alors là, tu vas y avoir un hiatus derrière. Mais Ça en peut fait, ça moi, ce peut qui a être sûr. émergé chez nous à chaque fois, c'était tellement pertinent, impactant, intéressant, puis finalement, euh, collectivement, chacun donne son avis. Donc, mettons qu'il y ait des choses qui soient décalées et qui n'auraient pas de sens, ils sont automatiquement limités parce qu'il y a plein de gens qui vont le dire. Et finalement, tu as vraiment, je trouve que le meilleur émerge quand tu sais bien mener ces intelligences. Donc moi, j'ai vraiment eu que des bonnes surprises qui ont vraiment impacté l'entreprise, vraiment pour des années. Où mon assoce Germe, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, on avait fait une vision sous forme d'un World Café avec 600 personnes, et les idées qui avaient émergé cette vision, elles ont, j'ai envie de dire, inspiré Germe pendant plusieurs années, tu vois. Donc c'est vraiment très très puissant. Et est-ce que ce type tu vois, de processus qui est long terme, etc., euh, quand tu es en période de crise, c'est compliqué parce que tu dois agir vite, prendre des décisions fortes. Enfin, donc, en fait, est-ce que c'est pas le moment où ça va assez bien, où on peut se permettre le temps de le faire parce qu'on ne va pas se mettre en danger. Je parle même financièrement, organisationnellement parlant, qu'il faut le faire. Et c'est ça qui construit le futur. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est la question aussi du moment dans la vie de l'entreprise, quoi. Ça commence à aller, on commence à avoir on n'est pas en crise, on a investi le temps de se créer cette vision commune pour encore plus accélérer, versus ça commence à aller mal et on va demander aux gens de dire ce qu'ils en pensent, non? Ouais, alors complètement. Puis je te parlerai d'un petit jeu après, Ah, vas-y, je suis fan. cinéphile, et Vas-y. qui permet de prendre conscience de ça. Mais effectivement, c'est quand ça va bien qu'il faut se pencher, qu'il faut bouger sa vision, qu'il faut se remettre en question, et puis tu as les moyens de le faire à ce moment-là, et puis du coup les gens ont l'envie. Quand c'est en crise, il faut peut-être être mieux, plus directif, tu vois. Et j'ai un jeu là-dessus, il s'appelle Cinéfine. Et en fait, tu as 4 ateliers. Tu as un premier atelier, tu dis à l'équipe de classer des Legos. Donc c'est le truc hyper simple. En 5 minutes, ça se fait par couleur, tac, 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 tout le monde range les Legos. Et puis le deuxième truc, on teste une situation complexe et on dit, avec les Lego, tu dois construire une petite structure où chaque étage va être un peu plus petit, et puis qu'il y ait une motif de couleur. Et là, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs façons de le faire. Souvent, il y a un débat d'experts qui se met en place dans l'équipe. Souvent, ça met au moins 15 minutes à se faire, et sur 4 équipes, j'en ai toujours au moins une qui arrive pas et qui est dans l'échec. Et puis après, je fais la troisième itération où on fait un peu la même chose, mais c'est un véhicule avec motif de couleur qui est plus petit. Et puis là, on met de la complexité parce que à un moment donné, je fais changer les gens d'équipe sans leur dire, ils savent pas ce qu'on fait. Et puis, tu peux te parler pendant 30 secondes, et après, tu dois pas te parler, tu dois faire. Et là, tu t'aperçois que ça marche mieux que le cas précédent. Parce que quand tu es dans le complexe, il vaut mieux agir et faire et montrer l'exemple que d'en parler pendant des siècles, et finalement tu t'aperçois que tu apprends en faisant, tu vois. Et puis tu as la dernière situation chaotique où là tu fais perdre le sens aux gens, tu comprends plus, et là tu t'aperçois qu'il faut des leaders charismatiques qui prennent un peu les choses en main, qui vont, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu la même chose dans ces éléments de vision, c'est quand c'est la crise, il vaut mieux des leaders qui savent gérer, et puis quelques-uns et au contraire, quand ça va bien, ben c'est le moment où il faut mobiliser toutes les équipes, prendre ces temps d'intelligence collective, ces temps de recul, et là il émerge des choses qui sont top. Trop cool. Non, mais c'est super intéressant. Ça, on a fait, euh, on a fait un petit tour de toute ton expérience, mais c'était super intéressant. On écrira dans l'article pour le podcast la liste des jeux que tu nous as dit et je te la ferai relire pour être certain que c'est bien décrit, mais ça a l'air super top. J'imagine que tu es open si tu as des personnes qui veulent te contacter sur voilà, l'agilité en entreprise ou dans tous les cas l'intelligence collective. Si, s'ils ont des questions ou autres, ils peuvent te contacter sur LinkedIn et tu pourras,
tu prendras un petit call avec eux s'ils sont friands. C'est bon Euh, pour toi, Frédéric? oui, je suis plus coquet, tu vois. Moi, j'adore partager. Ça me fait avancer chaque fois que je partage. Et voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a cet esprit-là dans l'agilité. C'est pas un truc qu'on garde chacun pour soi. C'est finalement il y a des idées. On se les partage, on les fait évoluer. Et moi, tout ce que j'ai retransmis là, c'est des choses que j'ai appris dans ce mouvement agile, tu vois. Donc en fait, ça m'appartient pas. Et voilà, moi j'adore le partager et faire partager l'expérience. C'est vraiment l'esprit justement de l'agilité. Super. Bah écoute, merci pour tout. Joël, c'était vraiment Frédéric, excuse-moi, Frédéric, je dis Joël, je dis. Ouais, Merci pour tout, Frédéric. Frédéric Dufourel. bah C'était merci à super. toi. J'ai pas C'était vu le super. temps passer, tu vois, ça passe vite. Mais ouais, non, mais c'est le problème des trucs de 1 heure, c'est qu'en fait, tu vois, on part, et puis hop là, à la fin, on se dit, mais attends, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Mais à l'occasion, et à Nestlé, on va faire en 2023, on va lancer on refait le match, où après avoir sorti l'épisode, on fera un live avec toi, 2 autres personnes qui sont intéressées par la JT, et on invitera plein de gens pour qu'il y ait un chat qui puissent poser des questions. Donc, après avoir pu échanger et qu'ils puissent t'écouter, on aura pas mal de gens qui viendront poser des questions que je n'ai pas posées parce que je suis pas le meilleur intervieweur du monde, et on pourra continuer la conversation si ça te va. Génial, ce sera avec grand Bon, plaisir. trop bien. Ben, merci pour tout, Frédéric. Eh ben, merci à toi. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur 2, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous.